Pendant que certains privilégiés s'amusent avec l'optimisation fiscale, les Français, ceux qui paient l'impôt sur le revenu, disposent d'un droit à la fois légal et moral, c'est celui d'obtenir une réduction fiscale importante grâce aux dons que l'on fait à l'association de son choix. La loi établit donc un principe simple, il y a la possibilité par son impôt de financer le projet de son choix et non pas celui que nous impose Bercy ou celui que nous imposera l'État de faire n'importe quoi avec notre argent. Alors en aidant TV Liberté, c'est l'assurance que notre impôt va à nos idées, que votre impôt va à vos idées. Nous allons partir aujourd'hui, chers téléspectateurs, vers le Proche-Orient, à la faveur d'un anniversaire, puisque cette année, nous avons le centenaire de la déclaration Balfour, formulée par le Foreign Office le 2 novembre 1917. Un texte ô combien important par les conséquences qu'il a eues et par les échos lointains que nous connaissons encore aujourd'hui dans cette région à haut risque du Proche-Orient. Tout d'abord, rappelons dans quel contexte intervient cette déclaration du ministre anglais des Affaires étrangères. Depuis plusieurs années déjà, on a vu se développer en Europe un mouvement nationaliste juif qui s'est proclamé sioniste, c'est-à-dire partisan d'un retour des Juifs vers la terre qui avait été celle du royaume d'Israël dans l'Antiquité, phénomène qui n'a rien de très surprenant. Dans la diaspora juive, un certain nombre de communautés sont victimes de discrimination, de persécution. L'assimilation engagée à l'époque de la Révolution française est loin d'être complète partout en Europe. Et donc, le sentiment national a affecté ces communautés, c'est l'un des grands courants qui marquent le 19e siècle, et tout naturellement, eh bien, le modèle un peuple, un terre, un État, une terre, un État, pardon, s'est imposé, et c'est ainsi que l'on a vu se développer ce mouvement sioniste, porté initialement par un journaliste, Theodor Herzl, qui a publié un ouvrage intitulé « L'État des Juifs » et qui a organisé à Bâle en 1897 le premier congrès sioniste. Un mouvement qui s'est développé par la suite, qui met beaucoup d'espoir à l'origine dans l'Empire allemand de Guillaume II, étant donné la proximité de celui-ci avec l'Empire ottoman. On espère pouvoir compter sur l'influence du Kaiser pour obtenir du sultan ottoman des facilités pour installer le fameux foyer national juif en Palestine. Ça apparaît plus compliqué que prévu parce que le sultan ottoman n'est pas du tout dans cette perspective-là. Et finalement, les Juifs pensent à un moment donné que c'est plutôt peut-être l'Angleterre qui sera mieux en mesure, étant donné son influence au Proche-Orient, mieux en mesure d'assurer la réalisation de leur projet. Et à l'occasion du 6e congrès sioniste qui se tient à Londres en 1903, eh bien, on réaffirme la revendication d'un foyer national, d'un État juif en Palestine. Alors les choses évidemment sans doute ne sont pas aussi simples. Certes, quelques pionniers, quelques colons juifs sont allés s'installer là-bas, ont acheté des terres aux communautés palestiniennes indigènes, autochtones. Au début, les choses se sont plutôt bien passées parce que ces colons employaient de la main-d'œuvre locale, mais progressivement
progressivement, les relations se sont tendues, notamment avec l'arrivée de nombreux juifs venus d'Europe orientale, venus de Russie, où ils étaient victimes de persécutions. Ils ont commencé à installer toute une économie spécifique, créer des kibbutz, des communautés agricoles. Bientôt, ils vont constituer des organes de sécurité, des milices pour se protéger quand les tensions vont apparaître avec les indigènes palestiniens arabes. Déjà, un certain nombre de figures commencent à émerger. Une organisation de défense se constitue dans laquelle nous retrouvons par exemple des leaders qui ont participé à la défense des ghettos juifs en Russie quand ils ont été victimes d'agressions. Et puis parmi ces leaders, un personnage, David Grun, que nous connaîtrons plus tard sous le nom de David Ben-Gurion, qui sera le fondateur de l'État d'Israël. À ce moment, les choses ne paraissent pas du tout acquises encore pour ce projet sioniste, même s'il dispose d'importants soutiens dans la communauté juive dispersée à travers le monde. Tout va avancer cependant, va se trouver bousculé avec les événements qui affectent le Proche-Orient à partir donc du début du XXe siècle. 1908-1909, c'est la révolution jeune turque et sa victoire finale. On attend des réformes, une ouverture du système ottoman. En réalité, c'est un système nationaliste pan-turc centralisé que les nouveaux maîtres à Istanbul vont chercher à mettre en place, ce qui n'encourage guère, évidemment, les possibilités d'évolution favorable pour les minorités ethniques ou religieuses de l'Empire. À cette époque également, on voit les grandes puissances européennes s'intéresser à l'avenir de l'homme malade, à savoir l'Empire ottoman. On voit les Anglais toujours extrêmement vigilants à propos de tout ce qui se passe sur la route des Indes, prendre le contrôle du golfe Persique. En 1913, sur leur protectorat sur le Koweït, ils sont déjà installés en Égypte depuis les années 1880. Ils contrôlent les côtes du golfe Persique. Les Français ne sont pas en reste. En 1913 également, un congrès arabe se tient à Paris pour réclamer la décentralisation au sein de l'Empire ottoman. C'est une première expression du mouvement national arabe. Et puis tout cela nous mène finalement à la Première Guerre mondiale. L'Empire ottoman s'est allié secrètement dès août 14 avec l'Empire allemand, avec les empires centraux. Et puis tout cela débouche, on le sait, début novembre 1914, sur les déclarations de guerre anglaises et françaises à l'Empire ottoman, après que deux navires allemands se sont réfugiés à Constantinople et sont allés bombarder les côtes russes peu de temps après. Alors c'est une ère nouvelle qui s'ouvre à ce moment-là, évidemment, en Orient. Une ère nouvelle pleine d'incertitudes. 1915 voit l'échec de l'expédition franco-anglaise des Dardanelles, voit également l'échec de l'expédition turque de Djamel Pacha en direction du canal de Suez. La guerre qui devait être courte se prolonge. C'est l'incertitude qui prévaut dans cette région du Proche-Orient où les deux alliés français et anglais sont à l'évidence en complète rivalité dans la perspective de la reconstruction ultérieure de la région. C'est dans ce contexte-là qu'en janvier 1916, Henry McMahon, le haut-commissaire anglais en Égypte, va prendre contact avec le shérif hachémite de la Mecque, Hussein, pour lui proposer de rallier la cause de l'entente contre les Ottomans au nom du nationalisme arabe. On va promettre à cette occasion à Hussein la création d'un royaume arabe après la guerre. Alors on reste évidemment dans des promesses assez floues. Il est bien clair que ce royaume arabe, les Britanniques l'imaginent comme un territoire qui serait de fait sous leur protectorat. Alors, les choses continuent à avancer au cours des mois suivants. En mai 1916, ce sont les fameux accords Sykes-Picot. Les Français et les Anglais se partagent le Proche-Orient ottoman dans la perspective de la fin de la guerre, ce qui était quelque peu contradictoire avec les promesses faites au shérif Hussein de la Mecque. Mais les choses
choses sont plus compliquées que prévu. En effet, une armée anglaise va être vaincue et contrainte à la capitulation en Mésopotamie, à Kut El Amara, au printemps de 1916, et les Anglais devront déployer beaucoup d'efforts pour réussir à s'emparer l'année suivante de Bagdad. Donc cette guerre au Proche-Orient ne se déroule pas comme la promenade militaire qu'avaient imaginé les puissances de l'entente. En même temps, c'est l'époque où le colonel Lawrence va être envoyé par le bureau arabe du Caire au Hedjaz pour encadrer les combattants arabes qui sont derrière le cheikh Hussein et ses fils, Faisal et Abdallah, et ça va être l'occasion d'une lutte évidemment contre les Ottomans installés dans la péninsule arabique. C'est toute l'épopée de Lawrence d'Arabie qui est par ailleurs bien connue. Hein. À partir de sa base d'Eldouedj, Lawrence finalement en juillet 17 va réussir à s'emparer d'Aqaba, ce qui est un moment tournant dans la guerre dans cette région. Et c'est dans ce contexte-là, nous sommes donc en 1917, que le 2 novembre, Arthur Balfour va formuler cette fameuse déclaration si lourde de conséquences. Il est le patron du Foreign Office, du ministère anglais des Affaires étrangères, et dans un courrier adressé à Lord Rothschild, qui est l'un des représentants les plus éminents de la communauté juive anglaise, eh bien, il promet la création, au nom de l'Angleterre, d'un foyer national juif en Palestine, hein, en précisant toutefois que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des collectivités non juives existantes en Palestine. On voit la difficulté de l'exercice. En plus, le terme foyer national, évidemment, est porteur d'ambiguïté. On se garde de parler d'un État juif, bien sûr. En même temps, foyer national implique l'existence d'une nation qui, dans le contexte de l'époque, débouche naturellement, au bout du compte, sur la création d'un État. Pourquoi cette déclaration Balfour à ce moment de novembre 1917? Plusieurs raisons sans doute. Il y a dans le monde à l'époque, dans la diaspora juive, dispersée dans divers pays, à peu près 12 millions d'âmes, 12 millions de juifs, et dans la lutte au long cours qui est engagée contre les empires centraux, il est intéressant pour l'Angleterre, évidemment, de s'assurer leur soutien. Il y a plusieurs éléments plus conjoncturels également. La révolution russe vient d'éclater, les Britanniques souhaitent que la Russie, évidemment, reste dans le camp de l'entente, c'est l'inverse qui va se produire quelques semaines plus tard, on le sait. Ils ont remarqué que parmi les leaders de la révolution bolchevique qui l'a emporté en octobre, leaders que l'on connaît par ailleurs très mal, il y a beaucoup de révolutionnaires qui sont d'origine juive, et là ils se trompent tout à fait sur leurs intentions réelles. Ils ne sont pas du tout dans une vision qui serait une vision nationalistes juifs, ils sont partisans d'une révolution universelle, comme ils le montreront au cours des mois suivants, mais ils pensent ainsi peut-être s'assurer non pas forcément le soutien, mais une certaine bienveillance de la part des nouvelles autorités russes, et surtout pour espérer maintenir en guerre cet empire russe, car dans le cas contraire, ça permettrait évidemment à l'empire allemand de ramener, aux empires centraux, de ramener toutes leurs forces vers l'ouest, et en 1918, peut-être d'obtenir la décision avant l'arrivée massive des Américains. Et puis il y a aussi l'intervention américaine d'avril 1917, on en connaît les raisons, et de ce point de vue, il y a sans doute un calcul chez les Britanniques. Ils sont très inquiets quant aux intentions du président Wilson, on connaît les grands principes sur lesquels il veut appuyer la paix à venir, et on souhaite qu'un certain nombre de gens qui ont influence sur lui, et notamment le lobby juif américain qui est assez puissant, notamment dans la banque, hein, et qui soutient le parti démocrate, eh bien, pourrait éventuellement faire pression sur lui pour modérer ses ardeurs dans le but de mettre en œuvre des grands principes qui iraient peut-être contre les intérêts britanniques. Alors des contacts ont été pris en Angleterre avec Chaim Weizmann, qui est le leader du Congrès juif mondial, avec
avec l'un des leaders sionistes à Londres, Sokolov, et c'est dans ce contexte que des contacts donc, ont été pris avec le Foreign Office, et tout cela donc, a abouti à la déclaration Balfour. Alors les suites de cette déclaration, on connaît les principales étapes de l'évolution de la situation. L'armée Allenby qui entre à Jérusalem en décembre 1917, l'année suivante, en octobre 18, l'armée anglo-arabe qui arrive à Damas, en Syrie, puis fin octobre 18, l'armistice de Boudrousse, l'Empire ottoman est vaincu. Les Anglais semblent maîtres de la situation au Proche-Orient, même si les Français débarquent à Beyrouth dans le même temps. Mais la situation apparaît pour le moins confuse dans cette région proche-orientale, où une Turquie nouvelle va bientôt surgir, où dans la péninsule arabique, eh bien, on s'étripe entre Hachémites et Saoudiens pour savoir qui aura le contrôle des lieux saints. Alors, cette déclaration Balfour va quand même avoir des suites. En janvier 1919, Chaim Weizmann va rencontrer l'émir Faisal, qui est un des fils du shérif Hussein de la Mecque, pour réussir à trouver un compromis entre cette idée de foyer national juif et puis l'idée de royaume arabe qui avait été avancée. Ce royaume arabe, eh ben, il va très vite disparaître du paysage, puisque Faisal essaie de s'installer à Damas pour le proclamer en 1920, mais les Français ne l'entendent pas de cette oreille, et en juillet 1920, eh bien, une colonne française va venir chasser Faisal de Damas et mettre la main sur ce qui doit devenir le territoire sous mandat français. Dans le même temps, les Anglais, c'était prévu dans le partage des accords Sykes-Picot, mettent en place en Palestine un haut commissaire, Herbert Samuel. Alors les Arabes ensuite ont dit oui, c'était un juif qui a favorisé les juifs dans cette affaire. Dans les faits, non, parce que les Anglais n'ont pas véritablement intérêt à prendre complètement le parti des juifs dans le débat qui s'annonce, un moment compliqué. L'Empire ottoman a disparu de la carte avec le traité de Sèvres, les puissances partagent le Proche-Orient, tout cela est confirmé par la conférence, a été confirmé par la conférence de San Remo en 1920, ensuite au Caire en mars 21, la fameuse conférence coloniale dont Churchill a dit qu'elle était la conférence des 40 voleurs, a créé le royaume d'Irak et surtout l'émirat de Transjordanie qui bloque vers l'Est un éventuel développement du foyer national juif. Tout ça est compliqué, d'autant que sur place, les relations sont maintenant de plus en plus tendues entre juifs et arabes avec les émeutes de Jaffa de mai 1921 qui auront un lointain écho encore plus grave en 1929 avec les émeutes engagées autour du mur des Lamentations à Jérusalem. On cherche une solution. Déjà, la mission américaine King Crane avait pointé du doigt l'injustice qu'allait impliquer forcément l'application de la déclaration Balfour vis-à-vis des Palestiniens. Ensuite, les Anglais vont envoyer sur place une mission, John Hope Simpson, qui va lui aussi remettre en cause cette déclaration Balfour en demandant l'arrêt de l'immigration juive en Palestine, en demandant l'arrêt de vente de terres aux Juifs en Palestine. En même temps, les Juifs installés s'organisent avec la création de forces armées, la Haganah, puis l'Irgun. Tout cela va déboucher en 1935 sur le grand soulèvement arabe face auquel l'Angleterre apparaît en difficulté, au point de rédiger en 1939 le fameux livre blanc qui prévoit l'arrêt de l'immigration juive, à un moment justement où les candidats à l'émigration depuis l'Europe sont de plus en plus nombreux du fait des persécutions, des discriminations dont les Juifs sont victimes en Europe, notamment en Allemagne. Alors, dès 1937, le rapport Peel, propose le partage de la Palestine entre deux États, un État juif et un État arabe, et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, eh bien, les Anglais se trouvent confrontés à une très forte résistance juive qui vise à l'installation d'un État en Palestine. Ils ont dû lutter contre l'insurrection arabe dans les années 30, ils sont confrontés maintenant à l'insurrection juive avec des épisodes fameux, comme en
1946, la destruction de l'hôtel King David à Jérusalem, la prise d'otage en 1947 par les hommes de l'Irgun, également l'épisode fameux de l'Exodus, quand on renvoie ces immigrants venus d'Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec tout l'effet que cela peut avoir sur le plan de l'opinion internationale. Tout ça va nous mener au partage au projet de partage de la Palestine présenté à l'ONU en 1947, en novembre 1947. Ça débouche sur la résolution 181, qui est votée par 33 voix contre 13 et 10 abstentions, avec cette intéressant de le noter, l'abstention de la Grande-Bretagne. En fait, un plan de partage qui ne peut satisfaire la partie arabe. 56% du territoire, en effet, sont censés revenir aux Juifs qui représentent 32% de la population. C'est le début d'un engrenage qui mène forcément à la violence, le massacre de Deir Yassin en 1948. Et puis, quand, au moment du départ des Anglais, David Ben Gurion proclame l'État d'Israël, eh bien c'est le début d'une première guerre israélo-arabe qui évidemment ne sera pas la dernière. Donc on le voit, cette déclaration Balfour a eu des conséquences lointaines, des conséquences très lourdes. Aujourd'hui, un siècle après, les choses ne sont pas encore réglées, le débat continue à ce sujet. Les Arabes dénoncent la trahison des promesses faites en 1916 par les Anglais, voient dans la création d'Israël une opération purement coloniale. Les Israéliens répliquent en disant que pas du tout. Les Anglais, au contraire, au nom de la politique arabe qui était la leur, ont tout fait pour empêcher la création de l'État d'Israël. Bien entendu, cela reste aujourd'hui, on le sait, un dialogue de sourds, mais on le voit, cet épisode, ces quelques mots de la déclaration Balfour de novembre 1917, qui pouvaient apparaître comme un événement tout à fait secondaire dans le contexte de l'époque, eh bien, nous en connaissons les conséquences et les échos lointains jusqu'à aujourd'hui. C'est encore chez les Corsaires que je suis allée puiser la vie du personnage hors du commun dont je vais vous parler maintenant. Pourtant, vous allez voir que cette vie avait commencé d'une manière plutôt légère et insouciante et que rien ne laissait présager d'une existence remplie d'aventures et consacrée au service du roi de France. Il s'agit de la vie de René du Guay-Trouin. René du Guay-Trouin, comme je vous le disais, n'était pas vraiment parti pour devenir marin, encore moins corsaire ou officier de la marine royale. Jeune adolescent, il ne songeait qu'à profiter de la vie. Son physique agréable et son tempérament lui assuraient un succès certain auprès de la gente féminine. Il courait donc les filles, était oisif et bon vivant, hantant les tavernes dès l'âge de 16 ans, buvant, jouant, mais se battant à l'épée déjà avec un grand courage et une habileté remarquable. Le jeune Trouin est né le 6 juin 1673 à Saint-Malo. Il est le fils cadet de Luc Trouin de la Barbinée, un armateur qui se faisait parfois capitaine de commerce ou même de course. Ne sachant pas quoi faire de ce garnement, son père commence par l'envoyer au séminaire, mais le garçon n'a pas vraiment la vocation de porter l'habit et René demande alors de poursuivre des études de philosophie à Caen, une ville qui l'éloigne de la mer. En fait d'études, René continue sa vie dissolue entre taverne et bagarre, mais à la mort de son père, il hérite d'une petite terre, le Guay, dont il prend le nom. Il s'appellera désormais René du Guay-Trouin. Mais après la mort de son père, il hérite aussi de l'autorité intrusive de son frère aîné, qui en tant que nouveau chef de famille trouve que les pseudo-études de René commencent à bien faire. Luc Trouin, le frère aîné donc, fait envoyer son jeune frère sur une frégate, la Trinité, un bateau armé par les Trouins, comme volontaire sans solde, histoire de lui apprendre les réalités de l'existence. René est furieux. Ses débuts de marin se passent très mal. Il est sujet à un horrible mal de mer, déteste tout ce qui est lié à un bateau, rechigne à apprendre le vocabulaire des marins. Bref, l'expérience commence mal. En outre, lors de son premier abordage, le pauvre du Guay-Trouin assiste à une scène terrible qui aurait troublé le plus aguerri des marins. Le maître d'équipage de la Trinité, à côté duquel il se tenait au moment de l'abordage, bondit, son pied glisse, il manque son seau et termine entre les deux navires, réduit en bouillie entre les deux coques qui gîtent. Sa cervelle éclabousse le pauvre René, dont l'ardeur au combat est complètement refroidie. Mais après quelques minutes de prostration, il fera honneur à ses qualités de bretteur et se battra avec beaucoup de courage. Il n'a que 16 ans.
Il poursuit ensuite son apprentissage pendant plusieurs mois auprès d'un excellent maître, le capitaine Legout de la Fontaine, à bord du Grénedan. On a l'impression que René commence à apprécier la mer et la navigation. En outre, il est de moins en moins malade. Il commence même à se prendre au jeu de la course. En témoigne cette aventure à bord du Grénedan qui naviguait au large des côtes d'Irlande quand le capitaine Legout se scrute l'horizon et voit apparaître 14 voiles dont 3 d'entre elles sont identifiées comme des vaisseaux de guerre de 40 et 2 fois 36 sabords battant pavillon amiral, vice-amiral et contre-amiral. Legout trouve plus sage de prendre le large car c'est beaucoup pour un seul corsaire. C'est alors que le jeune Duguay-Trouin regarde mieux avec sa longue vue et déclare sûr de lui et très calmement « Ces gros milords sont de simples bâtiments marchands. Ils n'ont que 28, 24 et 24 pièces. Les autres sabords sont garnis de canons de bois. » Le capitaine Legout suit l'avis de Duguay, le Grénedan s'approche et prend à l'abordage le navire amiral qui n'est bien qu'un navire de commerce. En tout et pour tout, 5 navires sont capturés dans cette aventure. Lors du retour au port, voilà qu'une frégate et un vaisseau de ligne anglais s'interposent, mais Legout et Duguay ont alors l'idée d'utiliser la même ruse dont ils ont failli être victimes. Ils mettent les navires en ordre de bataille et les Anglais prennent la fuite. Dès leur retour à Saint-Malo, René Duguay-Trouin a 18 ans quand il reçoit son premier commandement de corsaire. Mais c'est une affreuse barcaze peu maniable qu'on lui donne. C'est pourtant avec elle qu'après qu'une mauvaise tempête l'ait jeté sur la côte ouest de l'Irlande, il en profite pour remonter jusqu'à Limerick et pour attaquer et prendre le château de Lord Clare, ainsi que pour brûler 2 navires marchands malgré la garnison de la ville. Duguay enrage de ne pas pouvoir faire plus à côté du mauvais navire qu'on lui a donné. Mais on lui fait désormais confiance et on lui confie une frégate de 18 canons avec laquelle il amarine 12 prises d'un coup. Il a 20 ans quand on lui confie enfin des vaisseaux du roi. C'est avec l'un d'eux, l'Hercule, qu'il capture 2 vaisseaux qui ont les cales remplies d'or et d'argent, de sucre et d'indigo. C'est une prise de plus de 750 000 livres. Mais l'audace de Duguay-Trouin frise parfois la témérité. Il est jeune et joueur, certes, mais quand on joue, on peut parfois perdre. Une fois, il s'amuse à se laisser poursuivre par un navire plus lent que lui, il s'enfuit, puis il l'attend pour repartir aussitôt quand l'autre est trop près. Il fait tout cela sous pavillon anglais, ce qui est conforme aux lois de la mer. Il les laisse flotter en berne pour se moquer de son ennemi. Mais quand l'autre le canonne, Duguay-Trouin, tout à sa farce, réplique en oubliant de changer de pavillon et de lancer le sien, ce qui est une faute grave. Le voilà qui, selon les lois de la flibus, devient un pirate. Nous verrons qu'il devra en rendre compte un peu plus tard. Alors, un autre jour, sa frégate affronte 6 gros navires qui la dématent et le mettent en difficulté. Duguay-Trouin, malgré ses efforts, est obligé de se rendre au capitaine qui le traite comme un fils, le fait soigner car il est blessé et lui donne même sa propre chambre. René est amené, comme son glorieux prédécesseur Jean Bart, à Plymouth. Au début, c'est la ville qu'on lui donne comme prison. Et quelle prison! Les officiers anglais font un joyeux accueil à Duguay qui passe plus de temps à jouer et à festoyer dans les tavernes qu'à se morfondre dans une salle enfermée. Mais le capitaine auprès duquel il a commis la faute de ne pas envoyer le pavillon lors de l'attaque vient jouer les troubles faits et cette fois-ci, Duguay-Trouin est jeté en prison dans une bien mauvaise posture. Il risque la pendaison. Mais c'était sans compter sur l'intervention d'une jolie marchande qui trouve bien dommage qu'un si beau garçon soit pendu. Elle était alors avec Duguay-Trouin, elle aide alors avec Duguay-Trouin et ses compagnons à s'évader de Plymouth, Décidément, les Français s'échappent facilement. Et cette fois-ci, sur un bateau à voile, ils arrivent à Saint-Malo où l'on confie à nouveau un navire à René Duguay-Trouin. Entre 1695 et 1698, il s'empare de 3 gros vaisseaux de la Compagnie des Indes. Il affronte les Espagnols au large de Virgo durant un combat où son jeune frère de 18 ans est tué d'un coup de fusil et meurt dans ses bras. En 1697, avec d'autres capitaines, il livre combat à la flotte hollandaise de Bilbao. Plusieurs vaisseaux sont engagés. Le nombre d'abordages, le bruit des coups de canon, de mousquets, de grenades sont terribles. Les ponts sont couverts de sang. Duguay-Trouin finit par capturer l'amiral hollandais, le baron de Wassenaer, qui est grièvement blessé et qui a fait preuve d'un grand courage, se battant jusqu'au bout. La première chose que fit Duguay-Trouin en arrivant à bon port, c'est de mettre sa bourse à la disposition de son malheureux adversaire et de veiller à ce qu'il fût bien soigné. À la suite de cette bataille, il est nommé capitaine de frégate légère, il n'a que 24 ans. Il est même présenté au roi, qui aimera, dit-on, l'entendre raconter ses exploits. Après une période de paix, il peut enfin reprendre la mer pendant la guerre de succession d'Espagne, 1702-1713. Il va y multiplier les actions magnifiques. Il semble insaisissable, va même jusqu'au Spitzberg où il capture 28 baleiniers hollandais. Il frappe quand il veut et où il veut et attaque des convois de plus en plus grands avec toujours stratégie et audace. Malgré ses succès, il reste humble et avoue dans ses mémoires qu'il est parfois sujet à la peur. C'est alors que j'ai bravé avec le plus de témérité et d'audace les plus grands dangers, voulant me punir en quelque façon moi-même de m'être laissé surprendre à une frayeur si honteuse.
Avec l'expérience, il s'est abordé de mieux en mieux, trompant son adversaire pour que celui-ci se mette à portée de canon. Mais dans sa manière de combattre, Duguay-Trouin n'aimera jamais les combats d'artillerie et recherchera plus que les autres les abordages et le combat rapproché. De toutes ces victoires, la famille Duguay-Trouin ne tira que peu de richesses, mais beaucoup d'honneur. Les deux frères, l'aîné, Luc pour ses services financiers et René pour ses services dans la royale, sont anoblis par le roi et peuvent mettre dans leur armoirie 2 fleurs de lys et la devise « Le courage, la valeur » ont conféré ces armoiries. Mais de tous les exploits de René Duguay-Trouin, il y en a un qui marquera les esprits plus que les autres. C'est l'attaque de Rio de Janeiro. Un capitaine français, François Duclerc, était parti en 1710 à la tête d'une escadre pour attaquer le Brésil. L'expédition fut un échec et Duclerc fait prisonnier et tué dans des circonstances obscures par les Portugais. René propose au roi d'aller venger la mort du capitaine français et de porter la guerre au Brésil chez les Portugais, alliés des Anglais. Le roi accepte avec enthousiasme et prête à Duguay-Trouin vaisseaux, hommes et tout le matériel de siège disponible. Plusieurs armateurs, dont Luc, sont de la partie et financent l'expédition, qu'on prépare en amont très soigneusement. Pour ne pas alerter l'ennemi, on arme les vaisseaux dans plusieurs ports, Saint-Malo, Brest, Dunkerque, Port-Louis, La Rochelle, Rochefort. Duguay-Trouin se retrouve à la tête d'une véritable armada, 7 vaisseaux de 56 à 74 canons, 6 frégates, 2 bâtiments de charge, plus 2 corsaires malouins indépendants. Au total, ce sont 17 bâtiments, 738 canons, 5864 hommes, dont de nombreux flibustiers qui connaissent bien la baie de Rio, qui traverse l'Atlantique entre le 7 juin 1711, jour de l'appareillage, et le 12 septembre 1711, jour où les Portugais, pourtant à un moment avertis, découvrent avec stupeur l'ampleur de l'attaque. Le gouverneur de la ville a réuni 13 000 hommes pour la défendre et Duguay-Trouin doit faire aussi avec l'étroitesse du Goulet qui mène à la célèbre baie. Goulet défendu par des lignes de batterie qui mettent les navires français non seulement à portée de canon, mais aussi des fusils portugais. Mais Duguay-Trouin manœuvre avec une habileté incroyable. En 3 jours, le Goulet est forcé. Les hommes débarquent, délivrent les 500 hommes survivants des équipages de Duclerc. La ville est abandonnée par les Portugais dont les renforts arrivent trop tard et qui sont forcés de négocier. L'expédition de Duguay-Trouin est un total succès. On rapporte un prodigieux bulletin malgré la perte de 2 navires dans la tempête. Le Portugal a perdu toute son escadre brésilienne et la France gagne un prestige immense qui facilitera la signature de la paix d'Utrecht en 1713. Après cet exploit, René est nommé commandant de la marine de Saint-Malo. Il va obtenir plusieurs commandements à terre. En 1728, il est nommé commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. L'une des dernières sorties du corsaire, en 1731, est une démonstration de force devant Alger, Tunis et Tripoli, car les barbaresques empoisonnent toujours le commerce en Méditerranée. Le seul nom de Duguay-Trouin et quelques coups de canon poussent les barbaresques à négocier et permettent la délivrance de nombreux esclaves européens. Bientôt, en 1733, malgré la guerre qui s'annonce, Duguay-Trouin malade, il souffre a priori de dysenterie, c'est sa fin prochaine et s'il arme son escadre, il la laisse au port. Il vient à Paris pour se faire soigner, mais s'éteint le 27 septembre 1736 à l'âge de 63 ans. À la demande de ses proches, il a écrit ses mémoires, mais exigea qu'elles ne soient publiées qu'après sa mort. Il y fait preuve d'une grande honnêteté et sincérité dans son récit, et elle reste un témoignage exceptionnel sur la marine de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. Je vais terminer sur la citation d'un de ses biographes, qui a eu la chance de rencontrer Duguay-Trouin, et qui écrivait « Jamais homme n'a porté les sentiments d'honneur à un plus haut point ». Alors nous recevons aujourd'hui Bernard Lugan, qui est un habitué de notre émission. Bernard Lugan, spécialiste de l'histoire africaine. Il va publier ces jours-ci un ouvrage, un album consacré à un personnage hors du commun, le général von Lettow-Vorbeck, dont le nom est associé aux destinées de l'Afrique orientale allemande. Pendant très longtemps, les initiés recherchaient l'ouvrage publié aux éditions Payot, La guerre de Brousse dans l'Est africain, mais Bernard Lugan est passé par là, et depuis, il nous a donné plusieurs ouvrages sur ces questions, notamment cette Afrique qui était allemande, sur l'histoire des colonies allemandes, notamment le safari du Kaiser, et là c'est un album photo, c'est ça qui est original, qu'il nous propose 200 pages de photos, c'est-à-dire un patrimoine d'images tout à fait exceptionnel qu'il a réussi à retrouver dans les archives allemandes et qui nous raconte l'épopée de ce personnage tout à fait étonnant que fut le général
l'amiral von Lettow-Vorbeck. D'ailleurs, le sous-titre est tout un programme, puisqu'il nous invite à suivre ses aventures de l'Afrique orientale au combat de Berlin, les combats de Berlin de 1919-1920, à l'occasion de la lutte contre la révolution spartakiste. Alors, Bernard Lugan, d'abord avant d'aborder le portrait de von Lettow, que dire de ce qu'était l'Afrique orientale allemande avant 1914? Car on connaît très mal en France l'empire colonial allemand. On est plus familier de l'empire britannique, bien sûr. Alors, l'empire colonial allemand, la Deutsche Ostafrika, était composé de l'actuelle Tanzanie moins l'île de Zanzibar, plus le Rwanda et le Burundi. Le Rwanda et le Burundi qui étaient deux protectorats rattachés à la Deutsche Ostafrika. Et c'est un immense territoire. Un immense territoire qui a été acquis par l'Allemagne tardivement, à la suite d'initiatives commerciales d'un traitant allemand qui s'appelait Karl Peters, et qui va négocier avec le sultan de Zanzibar. Il va racheter au sultan de Zanzibar le littoral qui fait face à l'île de Zanzibar, et à partir de là, l'Allemagne va prendre possession de cet ensemble territorial, avec une rivalité bien entendu avec les Britanniques, car les Britanniques sont au nord du Kilimandjaro, ils sont dans l'actuel Kenya, ils sont dans l'actuel Ouganda également. Et le but à la fois des Britanniques et à la fois des Allemands, c'est le bassin du Congo. Le bassin du Congo qui vient d'être attribué à la Belgique. Ouais. Et l'Angleterre et l'Allemagne essaient de se rapprocher vers l'ouest de la cuvette du Congo, ce qui va conduire les Allemands à prendre pied du nord du lac Kivu avec le Rwanda, le nord du lac Tanganyika avec le Burundi, et ensuite tout le long du lac Tanganyika jusqu'à l'extrême sud. Et les Allemands vont créer immédiatement deux voies ferrées, l'une parallèle à la frontière du Kenya, qui s'arrêtera à peu près à la hauteur du Kilimandjaro, vers Arusha, Narumoshi, et une autre bien plus importante qui va relier Dar es Salaam au lac Tanganyika, car les Allemands ont l'intention de capter le commerce du Congo, de la cuvette du Congo, et de le faire basculer vers l'océan Indien. Donc il y a toute une politique de mise en valeur. Les Allemands ont des projets considérables de mise en valeur. Et la guerre de 14 va arriver et va bloquer tout cela. Alors il faut peut-être rappeler dans ce contexte-là que les grandes puissances, en l'occurrence l'Angleterre et l'Allemagne, sont convaincues que la petite Belgique ne pourra pas éternellement garder l'immense Congo. Et évidemment, cela suscite les appétits des uns et des autres. Les Allemands, imaginant une continuité territoriale entre le Cameroun en Afrique occidentale et puis leur possession donnant sur l'océan Indien. Et le sud-ouest africain. Et en plus, parce que par la bande de Caprivi, voilà. On est très proche de la jonction entre les territoires allemands. Mais il y a les Portugais là au milieu. Oui. Donc, il y a le Portugal, c'est aussi un petit pays dont on doute qu'il puisse conserver à long terme son empire colonial. Oui, mais dans le jeu des alliances qui se précise dans les années 1912-1914, avec la marche à la guerre qui est en train de se préciser, les puissances secondaires ont un rôle important dans le jeu diplomatique. Ce qui fait que ça complique un peu. Il est bien évident que et les Britanniques et les Allemands ont cette idée, mais cette idée ne se présente plus quand la guerre va éclater. D'ailleurs, les Portugais vont entrer en guerre aux côtés des Anglais, alors que les Anglais avaient essayé de les déposséder, et les Belges vont entrer en guerre également du côté des Alliés contre les Allemands, alors qu'ils avaient tout intérêt à s'entendre avec les Allemands dans cette grande zone de l'Afrique centre-orientale. Et alors, cette région où va se dérouler cette guerre de brousse tout à fait originale, comment peut-on la présenter quant au cadre naturel dans lequel vont se dérouler les opérations? Des milieux très divers. Vous avez le littoral qui est la mangrove, végétation luxuriante, les fièvres, le monde de l'océan Indien, arabisé, islamisé. Vous avez les plateaux de l'intérieur, les grandes zones de la steppe Maasai, qui s'étendent quasiment jusqu'au lac Tanganyika. Vous avez à l'extrême nord-ouest le monde des hautes terres du Rwanda et du Burundi, avec des montagnes qui culminent à 4000 mètres, volcanisme récent, la crête Congonil. Et vous avez la grande faille
qui part depuis le lac Albert et qui descend jusqu'au sud du lac Tanganyika, avec ces lacs gigantesques. N'oublions pas que ces lacs, le Victoria, le Tanganyika, vont voir se dérouler des batailles navales, surtout sur le lac Tanganyika. J'en parlerai tout à l'heure. C'est une véritable mer intérieure. Le lac Tanganyika qui fait près de 2000 km du nord au sud, avec des fonds très profonds, des tempêtes, etc. Moi, c'est une zone que j'ai bien connue. J'ai beaucoup travaillé là, sur toute la région du lac Tanganyika, sur toute la partie au sud, oui, au sud du Kigoma, etc. C'est une zone très dangereuse pour la navigation. D'ailleurs, les Allemands et les Belges vont perdre des bateaux, des vapeurs qui vont couler, qui vont être coulés par la tempête. Donc un monde très différent, et surtout les grands espaces. Les grands espaces, avec en plus un nouveau terrain de bataille qui va avoir lieu à partir de fin 16, début 17, quand les Allemands vont envahir le Mozambique. Alors là, on change de nature, on retombe dans une nature luxuriante, et tous ces milieux très, très différents vont faire que la guerre qui va se dérouler va être une guerre mosaïque. Bien entendu, il est évident que dans la steppe Maasai, on ne se bat pas comme dans la mangrove ou comme dans la forêt. Donc à chaque fois, les Allemands vont adapter leur méthode de combat, alors que les Alliés, eux, vont dérouler leur plan habituel, jouant de leur énorme supériorité matérielle et humaine. Et ils vont dérouler toujours le même système, avancer le long des voies ferrées, alors que les Allemands vont avoir une mobilité extraordinaire, avancer, reculer, faire semblant d'abandonner un terrain, revenir, lancer de contre-offensives. On en parlera tout à l'heure, mais c'est tout à fait adapté au terrain. Von Lettow-Vorbeck est un homme qui a commencé en Chine. Le début de la carrière coloniale de von Lettow est lieutenant, et il était envoyé à Pékin les 55 jours de Pékin. En 1900, les 55 jours de Pékin. Lors de la guerre des Boxers. Il est envoyé en Chine sous les ordres du général von Waldersee, qui commande la colonne, et pour dégager les concessions, les légations, pardon. Mais il arrive trop tard. Les légations ont été dégagées, donc son premier contact avec le monde colonial, entre guillemets, c'est la Chine. Alors ensuite, il rentre en Allemagne, et il va être un peu à l'origine de la fondation, de la création du corps de l'infanterie de marine, les marsouins allemands. Et il va être nommé capitaine, et à ce moment-là, éclate la guerre des Héréros au sud-ouest africain. La guerre des Héréros, qui est un soulèvement qui prend les Allemands complètement par surprise. Les Héréros se soulèvent, massacrent les colons allemands, des scènes abominables. On l'oublie aujourd'hui parce qu'on nous parle du génocide des Héréros. Ça a commencé, quand les Héréros prenaient une femme allemande, bien entendu, il la violait. Ensuite, il l'attachait par les pieds à une branche, et il les viscérait comme un animal de boucherie. Ce qui va expliquer un peu la réaction des Allemands quand ils vont reprendre le territoire. Et ils vont pas y aller de main morte. Ils vont être un peu brutaux. Et donc von Lettow arrive comme capitaine, comme aide de camp du général von Trotha. Von Trotha qui est envoyé pour mater la révolte des Héréros. Et von Lettow donc est son aide de camp. Il fait une belle guerre. Il est blessé à la fin, d'où sa cicatrice. La photo que vous avez montrée tout à l'heure, le personnage, on voit bien qu'il a une cicatrice ici parce qu'il a pris un coup de saguet, un coup de lance sous l'œil. D'ailleurs, il est gravement blessé. Il est envoyé en Afrique du Sud. Il va être soigné pendant plusieurs mois à l'hôpital anglais au Cap. Et ensuite, il rentre en Europe. Et là, il va prendre le commandement du bataillon d'infanterie de marine allemand. Et en 1913, il est nommé au Cameroun. Et au dernier moment, son affectation change. Il est nommé pour l'Est africain. En Afrique orientale. Et là, il arrive dans l'Est africain. Il est lieutenant-colonel. Et il va trouver une situation tout à fait particulière. Alors là, va commencer véritablement l'épopée du lieutenant-colonel, puis général von Lettow dans l'Afrique de l'Est. Donc il arrive en Afrique de l'Est. D'ailleurs, très amusant, il fait le voyage avec Karen Blixen. Ils sont sur le même bateau, la ligne qui fait la ligne orientale. Karen Blixen rentre d'un voyage en Europe, et elle va rejoindre donc son mari, le baron Blixen. Autre petite anecdote, au début de la guerre, von Lettow fait prisonnier le mari de Karen Blixen. Ah oui. Et qu'il libère, bien sûr, parce que les Allemands libèrent leurs prisonniers sous parole, promesse de ne pas reprendre des hostilités. On est dans la guerre de gentlemen, hein. On n'est pas dans les nettoyeurs de tranchées, là, on est vraiment dans une guerre, la guerre des gentlemen. Et donc, pour Karen Blixen, et ils vont jusqu'à la fin de leur jour entretenir une correspondance.
écrites, etc. Donc von Lettow arrive, et là, il trouve une colonie qui est en plein essor, mais avec une force de défense qui n'est pas du tout adaptée à une guerre européenne. Parce que les Allemands sortent de 2 grosses révoltes. Il y a eu la révolte des Hehe et la révolte des Maji-Maji, 2 révoltes africaines. Donc leur force militaire est une force de police qui est destinée à mater des tribus soulevées, mais pas lutter contre une armée européenne. Et von Lettow va transformer la Schutztruppe de l'Est africain allemand en force opérationnelle. Et là, il va se heurter au gouverneur. Le gouverneur, qui est son supérieur, le gouverneur Schnee, qui, lui, est un diplomate, qui fera d'ailleurs une très belle guerre, parce que Schnee va rester avec von Lettow pendant toute la guerre et fera partie des 155 derniers survivants. Donc jusqu'au bout, il va le suivre. Au départ, il n'a pas du tout la même conception, parce qu'il n'a pas les mêmes informations. Parce que Schnee dépend du ministère des Affaires étrangères, tandis que von Lettow dépend de l'état-major. Et l'état-major a des informations selon lesquelles les Britanniques préparent des opérations de guerre. Alors que les diplomates font passer la consigne à Schnee en disant « Rassurez les colons, il n'y aura pas de guerre aux colonies ». Ce qui fait que von Lettow dit au gouverneur Schnee « Il faut absolument que nous nous préparions à la guerre, et comme nous sommes en infériorité considérable, j'y reviendrai tout à l'heure, nous allons prendre l'offensive. Et nous allons attaquer, prendre Nairobi, la capitale anglaise. » Je dis, vous êtes complètement fou, on n'a rien. Oui, mais justement, c'est parce qu'on n'a rien qu'il faut attaquer. Mais surtout, ne pas faire ça, dit Schnee, parce que nous avons des accords, il a un accord, lui, avec le gouverneur anglais du Kenya, qui le roule dans la farine, bien entendu, comme d'habitude. Évidemment. Comment dire, Albion, la duplicité britannique est au rendez-vous. Oui, bon, ou le sens politique, ou le grand sens politique, ou le grand patriotisme, ou le grand égoïste intérêt. Donc, von Lettow veut concentrer toutes ses troupes sur la frontière pour, au cas où les hostilités éclateraient, rassembler l'essentiel de ses troupes pour couper la voie ferrée qui part de Mombasa, port anglais, qui va à Nairobi et qui va jusqu'en Ouganda, de façon à couper l'artère de ravitaillement et prendre la capitale, de façon à prendre un gage. Le gouverneur le lui interdit, et si von Lettow avait pu appliquer ce plan de départ, les choses auraient eu une toute autre évolution. Quoi qu'il en soit, la guerre éclate, et ce sont les Britanniques qui ouvrent les hostilités. Ils ouvrent les hostilités britanniques et alliés. Alors au Togo, qui tombe tout de suite, le Cameroun est attaqué, va résister un peu plus longtemps, le sud-ouest africain va résister jusqu'en 1916, et les Britanniques attaquent, bombardent Dar es Salaam. En dépit de l'accord qui avait été passé entre les 2 gouverneurs, la marine anglaise attaque Dar es Salaam, bombarde Dar es Salaam, etc. Von Lettow, immédiatement, lance ses opérations sur la voie de chemin de fer de l'Ouganda, coupe la voie de chemin de fer de l'Ouganda. Et les Britanniques se trouvent bien embêtés, parce que la voie de chemin de fer est coupée, et pour essayer de dégager le front du Kilimandjaro, ils vont organiser un débarquement à Tanga, dans le nord de la Tanzanie actuelle, c'est-à-dire le nord de la Deutsche Ostafrika. Et là, les Allemands vont remporter une victoire considérable. Ils vont mettre en déroute le corps expéditionnaire anglais, qui est un corps indien, ce sont des régiments de l'armée des Indes. Ils les mettent complètement en déroute. Et ils leur récupèrent tout leur armement, etc., ce qui va permettre à von Lettow d'équiper 7 ou 8 compagnies de plus. Mais on peut peut-être revenir aux effectifs. Là, j'ai raconté le début des opérations. Là, nous sommes encore dans la phase de guerre classique. Et les moyens des uns et des autres. Alors, les moyens allemands sont ridicules. Rien du tout. 16 compagnies d'Askari. Askari, ce sont les soldats africains. 16 compagnies d'Askari, environ 200 Askari par compagnie, avec 7 à 8 officiers et sous-officiers allemands. Ce qui fait que von Lettow, au début de la guerre, peut aligner en tant que soldat professionnel environ 450 Allemands et environ 2000 Askari. Mobilisation. Il y a des colons qui sont tous anciens officiers ou anciens militaires ou anciens sous-officiers. Notamment des hauts gradés qui sont installés comme colons dans la région du Kilimandjaro, dans la région d'Arusha, etc.
Ce qui fait qu'avec la mobilisation, von Lettow passe de 450 blancs à 2000 blancs à peu près. Plus des bourgs sud-africains qui avaient quitté l'Afrique du Sud après la guerre des bourgs, qui s'installent comme colons dans la région du Kilimandjaro et qui immédiatement prennent les armes du côté de... Plus des alliés, quelques Italiens, car à l'époque l'Italie est dans l'autre camp. Donc il y a des volontaires italiens qui rejoignent. Quelques Autrichiens, à peu près 2200 hommes. En face, au tout début de la guerre, pas des effectifs tellement différents, mais dans les semaines qui suivent, des dizaines de milliers d'hommes qui arrivent. Von Lettow va se retrouver à un moment donné avec 300 000 hommes en face de lui. 300 000 hommes, avec lui, c'est quelques centaines de soldats. Et donc le calcul est très simple. Que faire? Il sait qu'il va perdre. Mais son but, c'est de retenir le maximum de combattants en Afrique. Il dit, tout combattant qui reste en Afrique va économiser les camarades qui sont sur le front européen. Et les Britanniques sont très embêtés, parce que les Britanniques vont être obligés de mobiliser tout leur empire. Et comme ils ne vont pas arriver, que leurs troupes indiennes, leurs troupes de la Côte de l'Or, leur régiment de Jamaïque n'arrivent pas. Les quelques régiments britanniques de souche ne tiennent pas la route. Donc les Anglais vont faire intervenir les Sud-Africains. Et là va avoir lieu une guerre fratricide, parce que ces Sud-Africains, qui sont essentiellement des bourgs, qui avaient été soutenus par les Allemands pendant la guerre des bourgs, se retrouvent constituer la force de frappe de l'armée anglaise contre les Allemands, avec le général Smuts, avec le général Van Deventer, etc. Et les Sud-Africains vont envoyer à peu près 25 à 30 000 hommes, de bonnes troupes, équipées, etc. Donc une guerre qui va prendre une forme différente. Alors, première partie de la guerre, on peut dire que jusque fin 1916, nous sommes en guerre classique. C'est-à-dire guerre de position, guerre de mouvement, mais sur des fronts à peu près tenus. Les Anglais mènent leur principale offensive le long du Kilimandjaro. Les Allemands vont résister le long du Kilimandjaro jusqu'en 1916. Et les Anglais vont essayer de tourner le front allemand par le Rwanda et par le lac Tanganyika. Donc ils vont confier à la Belgique le soin d'attaquer sur l'est de leur possession, c'est-à-dire à l'ouest des possessions allemandes. Et là, par des personnages assez étonnants, notamment un personnage dont je parle beaucoup dans mon livre, qui est le capitaine, le Hauptmann Wingens. Pour l'anecdote, son jeune frère va être un des as de l'aviation allemande sur le front occidental. Wingens, qui avec 15-20 Allemands et 400 ou 500 askaris, va tenir un front qui part de la frontière de l'Ouganda, tout le long du lac Kivu et jusqu'au nord du lac Tanganyika, jusqu'à fin 16, début 17, avec des offensives considérables. Les Belges qui vont lancer des offensives avec des centaines d'hommes, du matériel, etc. Le général, le commandant Wingens bénéficie du soutien du Mwami du Rwanda, car les Tutsis du Rwanda soutiennent les Allemands, car il y avait un pacte qui a été passé entre eux. Et il est vital pour von Lettow que le front du Rwanda et que le front du Tanganyika ne soient pas enfoncés. Parce que si ce front est enfoncé, c'est le cœur du dispositif allemand qui va être attaqué, car si jamais les Belges et les Anglais prennent le port de Kigoma, qui est sur le lac Tanganyika, qui est le point d'aboutissement de la voie ferrée qui part de l'océan, qui traverse l'Afrique, et ils vont pouvoir couper en deux. Donc les Allemands vont se battre jusqu'en fin 16, et fin 16, retournement. Parce que von Lettow remporte victoire sur victoire, mais ce sont des victoires à la Pyrrhus, parce qu'il n'a pas de ravitaillement. Chaque fois qu'il perd un homme, eh bien, cet homme n'est pas remplacé. Parce que les Anglais perdent des quantités d'hommes, mais la puissance de l'Empire est telle que... Oui, la colonie allemande est isolée, comme l'était celle de Tsingtao en Chine, voilà. Sans espoir de renfort. Pas de renfort. Quelques navires corsaires vont réussir à débarquer, mais c'est vraiment tout à fait anecdotique. Tentative par Zeppelin, etc. Mais tout ceci est anecdotique. Donc les Allemands vont comprendre, von Lettow va comprendre qu'il ne peut plus mener de combat classique, car chaque combat classique l'épuise. Et
À ce moment-là, nous sommes fin 1916, les renforts sud-africains arrivent, les renforts belges arrivent, et les Portugais attaquent dans le dos. Les Portugais attaquent par surprise le sud de la colonie, alliés des Anglais, entrent dans le territoire allemand. Les Portugais ont eu tort de faire ça, parce que les Allemands réagissent très très violemment, et la colonne portugaise est laminée, entièrement capturée, tout le matériel, et du coup, le capitaine allemand qui est chargé de repousser les Portugais, franchit la Rovuma, rentre au Mozambique, et là il se rend compte que les populations du Mozambique l'accueillent avec joie, accueillent les Allemands avec joie contre les Portugais. Donc von Lettow se dit, ben voilà, nous allons changer notre front, et nous allons rentrer au Mozambique. Là, nous rentrons dans notre phase de la guerre. D'accord. Et alors cette guerre, elle va se prolonger jusqu'en 1918. Attendez, attendez, il faut que je raconte. Oui, mais je viens de raconter la première partie de la guerre. Là, je vais vous raconter maintenant la seconde partie de la guerre, qui est la partie la plus intéressante. Parce que là, c'est la guérilla qui va commencer. Donc, à partir de fin 1916, nous sortons de la guerre classique et nous entrons dans ce qui va être la guerre de Brousse, et où von Lettow va révéler des talents extraordinaires. Car jusque-là, ce qu'il a fait militairement est tout à fait remarquable, mais c'est très classique par rapport à ce que nous connaissons. Tandis que là, à partir de fin 16, début 17, nous changeons totalement de mode opératoire. Alors, cette guérilla, elle va se prolonger jusqu'en 1918. Finalement, on le sait, la guerre va se terminer sans que von Lettow ait capitulé en quoi que ce soit. C'est la fin de la guerre qui met fin à cette guerre dans l'Est africain. Mais je peux parler du Mozambique ? Oui, mais il nous reste seulement 2 minutes et demie. Ah, pour l'émission ? Oui. Ah oui, bon, d'accord. Oui, alors là, toute la partie plus intéressante, il faut faire une autre émission. Parce que la partie plus intéressante, c'est maintenant. Il faudra aller voir votre livre. Bon, d'accord, écoutez... Mais je préfère que l'on évoque le parcours de von Lettow après la guerre africaine. Très rapidement, ils sont partis à 2800 Allemands et 4000 Askaris. Ils finissent à 155 Allemands et quelques centaines d'Askaris. Et von Lettow refuse de capituler. Donc, il va déposer les armes le 25 novembre, c'est-à-dire 11 jours après l'armistice, à condition qu'on lui rende des honneurs militaires, que ses officiers gardent les armes, qu'ils ne soient pas internés et qu'ils soient renvoyés en Allemagne. Les Britanniques jouent le jeu. Et von Lettow arrive en Allemagne dans l'anarchie complète de la révolte. Le chaos révolutionnaire spartakiste. Et là, von Lettow va avoir un rôle essentiel qui n'est pas connu et que je révèle dans mon livre avec les archives, etc. Von Lettow va se voir remettre le commandement d'une division qu'on va appeler le corps de marine von Lettow-Vorbeck, qui va englober la brigade Erhardt, qui va englober un certain nombre de corps francs, et von Lettow va avoir un rôle essentiel pour écraser les communistes à Berlin, à Hambourg et à Munich. Et je publie d'ailleurs dans mon livre une affiche de recrutement du corps franc von Lettow qui était totalement inconnu. Et von Lettow va avoir un rôle tout à fait important. Je donne les effectifs de ces corps de volontaires. Et après le putsch de Cap, von Lettow est chassé de l'armée, mais ses hommes vont partir en grande partie sur le front polonais. Et ils vont partir pour l'épopée du Baltikum. L'épopée du Baltikum, dont Dominique Vénère a fait le livre, le livre majeur. Le combat des pays baltes et de Silésie, à l'Annaberg notamment. Alors donc, il y a un tout à fait intéressant dans cette épopée, c'est qu'on voit un continuum depuis 1900, la campagne de Chine. Ensuite, une période qui se rétrécit énormément, 20 ans d'intensité extraordinaire, où von Lettow passe de la Chine au sud-ouest africain, du sud-ouest africain à l'est africain, de l'est africain au combat de Berlin. Et 1920, von Lettow est chassé de l'armée, et il est rappelé sous les drapeaux en 1919. Il n'aura pas de rôle efficace et actif, mais uniquement un rôle de propagande. Et à la fin de la guerre, on le prive de sa retraite. Il a 75 ans. Il est obligé de s'employer comme jardinier. Et là, les officiers anglais qui avaient combattu contre lui en 14 disent cette action incroyable, écrivent aux autorités allemandes en disant vous vous comportez comme des goujats, et ils ne réussissent pas à obtenir une pension pour lui. Ils se cotisent. Donc les officiers anglais qui étaient ses adversaires pendant la guerre de 14 se cotisent pour qu'il ait une pension jusqu'à la fin de ses jours. Et en 1963,
les Britanniques, juste avant de donner l'indépendance au Tanganyika, l'invitent. Et von Lettow arrive à Dar es Salaam, descend de la coupée du navire, et là, les Anglais ont récupéré de toute l'Afrique de l'Est les anciens combattants allemands, les Askaris. Ils leur ont refait faire l'uniforme de l'époque, et von Lettow descend et les passe en revue au chant du Aya Safari, qui est l'hymne de la Schutztruppe. Et les Anglais ont de mauvais côtés, mais ils ont dû savoir vivre. Eh bien, c'est sur cet épisode tout à fait étonnant que se termine l'épopée donc de von Lettow. Je renvoie donc à votre livre, à votre album illustré de très nombreux documents photographiques. Alors, pour se procurer l'album en question... Eh bien, c'est le livre en question, donc c'est un livre qui va faire à peu près 300 pages, dont 200 pages de photos, aux éditions de l'Afrique réelle. Donc, sur mon blog, sur le blog de l'Afrique réelle, le bon de commande sera sur le blog. C'est un livre qui ne sera pas dans le commerce, hein. Ce sont les éditions de l'Afrique réelle. C'est évident qu'un livre pareil, aucun éditeur n'en aurait voulu, parce que comme il va se vendre à 30 exemplaires, donc ça n'intéresse personne. Je pense que ça sera beaucoup plus. Donc aucun éditeur n'en voulait, mais j'ai voulu faire ce livre. C'est un livre que je porte depuis 1973. Parce que quand j'étais au Rwanda, j'ai beaucoup travaillé sur la question, j'ai fait tout le tour d'Afrique de l'Est, tous les champs de bataille, entre 1973 et 1981. J'ai fait tous les champs de bataille de l'Afrique de l'Est. J'ai réussi à retrouver les anciens Askaris. J'ai eu le privilège de rencontrer les derniers officiers allemands survivants en Allemagne qui m'ont confié leurs archives photos à l'époque. D'où les photos originales que je sors, des archives que j'ai conservées et que je ressors maintenant. J'ai attendu. En fait, c'est un livre que j'ai fait sur une période qui part de 73 jusqu'à aujourd'hui. Un ouvrage donc précieux entre tous. Merci beaucoup Bernard Lugan pour cette évocation de la destinée exceptionnelle du général von Lettow-Vorbeck. Merci. Der Träger und das Kari